pense qu'on se réveille pas du jour au lendemain en se disant je vais m'engager. Ça vient progressivement. Et là, je me dis que mon travail est plus forcément aligné avec ce que j'ai envie de faire. Ouais. Du coup, mon premier réflexe, c'est de quitter ce travail. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est un problème quand même assez compliqué. Et la plupart des personnes au quotidien se disent « Ah non, mais je peux pas en parler, genre c'est trop complexe, etc. » Alors que c'est exactement ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on peut faire dialoguer deux opposés? Le pitch du film, c'est une famille ordinaire confrontée à un enjeu planétaire. Au pire, c'est nul, et alors on en a appris sur le chemin, et au pire, au mieux c'est bien, et trop cool, on pourra embarquer plein de gens. Trop heureuse, je veux dire, j'ai trop l'impression d'avoir trouvé du sens dans ma vie, c'est pile ce que je veux faire, j'ai plein d'opportunités chouettes, donc pour rien au monde je change rien. Comment passer de la conviction à l'action? Nous, c'est Paul et Margot, et nous partons à la rencontre de ceux qui ont réussi à le faire. Ce sont des entrepreneurs qui, à travers leurs histoires et leurs expériences, vont nous permettre de comprendre comment ils se sont mis en mouvement. Alors, prêt à prendre la vague ? Du coup, peut-être avant de commencer, avant que je te pose des questions, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes, je m'appelle Célia, j'ai 31 ans et j'habite à Biarritz, au Pays Basque, depuis maintenant 1 an. J'ai grandi dans les Alpes et je suis très engagée sur les causes climatiques. Ok, super. Du coup, on va rentrer direct dans le sujet. Une question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu décides de t'engager sur les causes climatiques? Je pense qu'on se réveille pas du jour au lendemain en se disant je vais m'engager. Ça vient progressivement et en fait je pense qu'on a tous un cheminement un peu personnel sur le sujet. Tu vois, moi j'ai toujours eu ultra conscience des enjeux climatiques parce que j'ai grandi à Chamonix, au pied du glacier du Mont Blanc, et en fait tu peux pas ne pas voir ce qui se passe dans les montagnes parce que c'est quand même un des lieux où on voit le plus la fonte des glaces, où c'est le plus visible le réchauffement climatique. Donc mes parents ils m'ont toujours sensibilisée à cette question de protéger la nature, mais j'avais un mode de vie complètement en décalage avec mes convictions profondes. À l'époque, tu vois, j'avais un mode de vie à 1000 à l'heure, je prenais l'avion 1 fois par mois pour aller aux États-Unis pour mon travail. Et du coup, le choc pour moi, ça a vraiment été pendant le confinement où j'ai ralenti et j'ai commencé à écouter ce qu'on me disait, ce que les scientifiques nous disaient. Et là, je me suis dit que j'avais un décalage trop profond entre mes convictions et ma vie actuelle et que je ne pouvais plus continuer comme ça parce que j'allais exploser en plein vol. Mais ça s'est fait progressivement sur plusieurs mois et je pense que tu ne peux pas changer tout du jour au lendemain parce que c'est trop dangereux pour ta santé mentale et que ça vient vraiment progressivement. Et surtout, il faut s'écouter parce que il y a plein de gens qui sûrement auraient pu continuer dans ma situation en mettant des œillères. Mais en fait, au bout d'un moment, tu finis par exploser comme une petite marmite, quoi. Ok, t'as senti le décalage qui était trop grand entre ce que tu pensais et la façon dont tu agissais. J'ai une question, tu vois, moi je me compare aussi un petit peu à ma situation. Tu dis que tes parents, ils t'ont, on va dire, formé à tous ces enjeux-là, mais que tu vivais totalement éloigné. Est-ce qu'il y a eu un moment où, pas un petit conflit avec tes parents, mais un peu une situation où finalement tu réalises que la façon dont vous viviez, parce que je pense que tes parents t'ont aussi amené à cette façon de vivre, ne correspondait pas à finalement ce qu'ils t'avaient décrit en termes de problèmes? C'est sûr que tu as des conflits, je pense cette question elle est quand même hyper conflictuelle dans les familles. En fait, on n'a jamais la même opinion et c'est bien normal. Et c'est aussi le premier lieu de confrontation avec tes opinions parce que tu parles de tout. Du coup, que ce soit de te conformer, de te conforter dans tes opinions ou que ce soit un conflit. Donc oui, il y a eu des clashs. Après, je pense que mes parents, ils ont quand même les mêmes valeurs. C'est juste que en fait, je pense pas qu'on fasse mal. Je pense juste qu'on n'était pas suffisamment informés. Moi, je pensais bien faire. Et comme beaucoup de gens, hein, tu vois, tu tries tes déchets, tu penses faire sa part. Et en fait, tu te rends compte que l'impact, il est vraiment minime. Mais ça, on ne sait pas forcément. Et que du coup, tu as parfois des biais de compensation où tu te dis, c'est bon, je trie mes déchets, du coup, je peux prendre l'avion, donc je fais ma part. Et en fait, non, malheureusement, c'est pas suffisant. C'est un changement de mode de vie qu'on doit opérer. Et du coup, je trouve ça bien d'en parler au sein des familles parce que c'est en voyant que je changeais que mes parents ont pu eux-mêmes se questionner en se disant peut-être qu'on va moins prendre l'avion, peut-être qu'au lieu de prendre l'avion 3 fois par an, on va plutôt le prendre une fois, peut-être qu'on va moins manger de viande. Et du coup, c'est aussi ça qui favorise, je trouve, les changements positifs. Ok, ouais, donc le fait d'agir toi, finalement de t'aligner toi, ça permet aux autres un peu de s'aligner aussi
autour de toi. En tout cas, je pense qu'il suffit d'une personne dans un groupe pour émettre un avis contraire au groupe pour que les autres commencent à s'interroger, pas forcément à changer, mais au moins à se questionner sur eux-mêmes. Et je me souviens très bien, en fait, on a pris mes parents un peu comme cobayes pour un atelier climat qui s'appelle 2 tonnes sur les solutions au changement climatique, parce qu'on leur a dit, voilà, on a besoin de se tester un peu avant de devenir professionnel. Et je me souviens très bien que mon père avait sorti des arguments climato-sceptiques pendant cet atelier en disant le climat s'est toujours réchauffé, ça change rien. Et aujourd'hui, je sais que c'est plus du tout quelque chose qui tiendrait. Et il est même devenu conseiller du préfet de Grenoble sur les questions climatiques. Donc tu vois, en 5 ans, eux aussi, ils ont fait un chemin énorme comme moi. Donc c'est ça qui est chouette. Ok. Ce que je trouve trop cool, c'est que, tu sais, des fois, il y a souvent cet argument, enfin, toi, tu dois tous les avoir tout le temps. Tu dois avoir appris à les dégommer. Mais cet argument de, oui, mais si seulement moi, je change, ça n'a pas vraiment d'impact dans la balance. Et moi, j'ai remarqué à quel point, des fois, une personne qui agit un petit peu différemment, finalement, ça peut vite changer 90% des gens qui font la même chose. Parce que du coup, ça re-questionne un modèle qu'on a l'habitude de ne pas questionner. Et je trouve que des fois, c'est un argument que je trouve assez... C'est exactement ça. C'est purement de la psychologie comportementale qui dit qu'il suffit qu'il y ait une personne qui aille à l'encontre d'un groupe donné avec une opinion pour que les autres commencent à s'interroger. Donc, le pouvoir de l'individu dans un groupe, il est extrêmement fort et beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Ok, trop cool. Bon, top. Du coup, premier un petit peu... déclic qui se fait petit à petit. Tu te dis que du coup, il faut un peu plus agir. Comment ça se passe dans le temps, c'est-à-dire quel premier projet tu mets en place? Tu dis que tu travailles aux États-Unis, c'est ça? Oui, j'étais directrice marketing communication d'une start-up à forte croissance. Donc, tu vois, avec une super carrière et c'était vraiment très, très intéressant. Ouais. Mais je me dis que après le Covid a mis énormément un frein et là, je me dis que mon travail est plus forcément aligné avec ce que j'ai envie de faire. Ouais. Du coup, mon premier réflexe, c'est de quitter ce travail. Pardon. Donc, je prends quelques temps pour pouvoir quitter ce travail. Donc, je mets au moins 8 mois avant de vraiment passer à Pôle emploi. Le fameux. Meilleur entrepreneur de France. Et c'est là où je me dis, j'ai des compétences, j'ai envie de m'engager, je sais pas trop quoi faire. Et je commence un peu à réfléchir. Je fais l'exercice de l'ikigai. Je sais pas si tu connais, mais... je connais très bien. C'est un exercice japonais qui consiste à dire ce en quoi tu es doué, ce que tu peux apporter au monde, de quoi le monde a besoin, et du coup, comment tu peux aligner, toi, tes compétences avec le sens du monde. Et je me rends compte que moi, je sais pas faire des choses avec mes mains parce que je suis pas ingénieure, mais en revanche, je sais communiquer, et c'est peut-être une force dans le changement climatique. Du coup, je me dis, à l'époque, on voit pas trop les solutions. Je pense que maintenant, ça a énormément évolué. C'était il y a 4 ans, mais à l'époque, je me souviens m'être dit... on voit les problèmes, mais c'est quoi les solutions? Il faut arrêter de parler de problèmes, il faut plutôt parler de comment est-ce qu'on construit un futur plus durable, comment on décarbone, etc. Du coup, on se dit avec mon copain, on va partir faire un tour d'Europe pour comprendre quelles sont les solutions et interviewer des entreprises très concrètes qui ont des solutions à apporter dans tous les domaines émetteurs. Ok. Est-ce que là... c'est vrai que c'est marrant que tu dises qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce que c'est vrai que moi, ma première question, c'était est-ce que tu t'es pas dit finalement, il y a des gens qui l'ont déjà fait, ça, est-ce que je vais vraiment repartir voyager, aller voir des gens qui n'ont... Enfin, toi, sur le coup, c'était vraiment non, il y a un vrai besoin et tu t'es pas du tout posé la question de... Non, mais tout comme aujourd'hui, je fais un film et ma sœur m'a dit... Mais en fait, les films sur l'écologie, il y en a 1 milliard. Pourquoi est-ce que tu en fais encore un? Ouais. Mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à apporter. Et je me dis, en fait, tant que j'aurai du travail à faire sur la question, c'est qu'il y aura quelque chose à aller chercher dans la transition. Donc, on apporte tous sa petite pierre à l'édifice. Et du coup, on essaye d'agréger des gens qui croient dans le projet avec soi et qui ont besoin d'avoir ces mêmes réponses à nos questions, quoi. Ok. Et du coup, quand tu commences à répertorier les gens qui agissent pour l'écologie, moi, je m'y suis aussi confrontée. Et c'est vrai que le sujet est tellement large, il est lié à tellement d'autres domaines aussi, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être politiques et tout. Chantier ou... En fait, je pense qu'il faut prendre un angle. Et nous, on a pris l'angle de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Okay. Ça nous a été reproché parce que c'est sûr qu'on a mis de côté l'aspect biodiversité, l'aspect haute limite planétaire, à laquelle on parlait pas... duquel, non, je vais refaire.
On parlait pas du tout de ces aspects-là à l'époque. Donc pour nous, ça nous semblait évident qu'il fallait juste réduire les émissions. Et du coup, j'ai aussi compris après que c'était pas du tout forcément le seul prisme. Mais c'est aussi ça qui fait que dans ton cheminement d'écolo, tu grandis et t'apprends. Et c'est intéressant de voir qu'on passe tous par les mêmes étapes potentiellement. Tu vois, on se dit, c'est simple, il faut juste baisser les émissions. Et après, tu dis, non, mais en fait, si je baisse les émissions, il y a certaines choses qui vont être mauvaises pour la biodiversité. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre en fait l'axe qui te parle parce que c'est là où tu vas rentrer dans la transition, ça va être ton angle d'accroche. Exactement. Et après, tu avances, tu chemines, etc. Et c'est ok de se dire que parfois, on a fait ce parti pris parce qu'à l'époque, on pensait ça et qu'aujourd'hui, je ne referai peut-être pas la même chose, mais c'est pas grave parce que c'est ce que j'ai fait à l'époque qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Ok. Du coup, à ce moment-là, donc tu sélectionnes les personnes que tu veux rencontrer. Ça se passe comme prévu. Comment t'en ressors de cette expérience de 6 mois, c'est ça? C'était trop bien. Franchement, je leur ferai un peu différemment parce qu'on était très speed. Du coup, vous étiez en van. Ouais, on était en van. Et vous faites le tour de l'Europe, c'est ça? Exactement. On a voyagé dans 26 pays, donc c'est vrai que c'était très rapide. Après, tu sais, dans les Balkans, tu traverses 3 pays en un jour. Enfin, littéralement, il y a un jour, on a fait 3 frontières parce qu'en fait, les frontières, elles sont à 50 km l'une de l'autre. Les petit déj dans un pays, dîner dans l'autre. Non, mais j'exagère peut-être, mais les pays sont quand même un peu plus petits, donc il y a certains pays qu'on a traversés très rapidement. Mais oui, c'était quand même très très speed parce qu'on voulait voir plein de gens aux 4 coins de l'Europe, donc forcément on s'est imposé ce rythme. Mais ouais, c'était trop bien. Franchement, j'ai rencontré des gens hyper passionnés et en fait, je me suis dit waouh, mais ça me rassure parce que je me rends compte qu'on a toutes les clés. Et maintenant, c'est des questions de stratégie et de choix à un niveau un peu plus global. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, tu te dis que tu as envie de partager cette expérience parce que tu as du coup écrit un livre à propos de ce voyage. Est-ce que tu t'es tout de suite dit que ce serait un livre? Est-ce que ça s'est fait en chemin? Ça s'est décidé avant? On s'est dit dès le début que ce serait un livre parce qu'en fait, on a fait une campagne de lancement de notre livre avant de partir et du coup, on savait combien de livres est-ce qu'il fallait qu'on produise parce qu'on avait besoin d'avoir des financements pour faire ce voyage et savoir à peu près, voilà. On avait signé avec un imprimeur parce que ce livre, on l'a fait nous-mêmes de A à Z, que ce soit le design, l'écriture, la distribution, etc. Donc, avant de partir, on avait besoin de savoir combien de copies il nous fallait. Et ouais, du coup, on s'est vachement posé la question du format. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait faire aussi un format qui nous plaise, qui nous parle et que on n'était pas très fort sur le documentaire. Enfin, on n'en a jamais fait. Autant, on n'avait jamais fait de livre non plus, mais c'était quand même quelque chose qui me parlait beaucoup plus parce que moi, j'écris beaucoup et du coup, c'est un média qui me parle plus. Alors que le documentaire, il aurait fallu partir d'un peu plus loin, je pense, pour pouvoir le faire. Mais tu vois, ça veut pas dire que du coup, on fera jamais de documentaire parce qu'aujourd'hui, on en fait un. Ouais. Donc, voilà, en fait, je me dis, c'est juste le format qui te parle le plus. Ouais. Et on s'est juste dit, on a envie de créer quelque chose où on pourra l'avoir dans notre bibliothèque pendant 10 ans parce que c'est un chouette objet à garder chez soi. Ok, génial. Ça a été dur de n'avoir jamais écrit de livre et de convaincre des gens d'un sujet que tu n'avais pas encore étudié. Enfin, ça a été dur de convaincre pour l'impression. En fait, comme on s'est auto-édité de A à Z, on a vraiment été maître à bord de notre projet et on s'est jamais dit qu'on allait aller trouver une maison d'édition parce qu'on voulait vraiment tout faire. C'était un terrain d'expérimentation, en fait, un terrain de jeu. Nous, on prend vraiment ça à chaque fois comme des projets qui nous permettent d'apprendre. Donc non, ça n'a pas été dur parce que je pense qu'on était tellement convaincus de notre idée et on s'est dit au pire c'est nul et alors on en a appris sur le chemin et au mieux c'est bien et trop cool, on pourra embarquer plein de gens. Mais une fois qu'on a eu vendu nos 800 livres, je pense que c'était 800 en précommande, là je pense qu'il n'y a plus rien qui pouvait nous arrêter, hein. Donc non, je dirais que ça a pas été dur parce qu'on croyait en l'idée en fait. On n'avait pas envie de lâcher le truc. Faut juste être convaincu de ton truc. Ouais. Et au niveau des financements, du coup, ça s'est fait comment pour le livre? On avait donc la campagne de préfinancement du livre où on a demandé aux gens d'acheter le livre. On avait des sponsors aussi qui nous ont suivis dans l'aventure. Et puis voilà, je crois que ça nous a permis de récolter 30 000 € en tout, un peu moins, peut-être 25 000. Et du coup, de à la fois couvrir le livre et notre voyage. Et après, nous, on se payait pas, mais on était à Pôle emploi, donc ça nous a permis de faire ce projet. Et du coup,
De prendre 1 an de faire ce projet, ça a inauguré plein de possibilités pour la suite. Et en fait, je me souviens très bien, on n'a pas fait de plan sur la comète, on s'est juste dit, on a envie de faire ça, on verra. En fait, on se donne 1 an, c'est notre projet. Et je me rendais pas compte à l'époque que du coup, ça mettait déjà des petites graines en place pour ce que je fais maintenant. Et ça, c'est cool, c'est que je pense qu'il faut faire confiance au process, il faut faire confiance à la vie pour aussi t'emmener dans la bonne direction sans avoir forcément un plan sur la comète, quoi. Ça, je trouve que c'est hyper vrai parce qu'on a tendance à se dire, à vouloir choisir un petit peu à l'avance vers quoi ça va nous mener. Ouais. Comme si on décidait de la destination à l'avance, alors que finalement, il faut choisir le virage qu'on veut prendre et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. Exactement. Et peut-être que vous, c'est ce que vous faites aujourd'hui, tu vois, dans 1 an. Peut-être que vous vous direz, ah bah attends, on a eu cette discussion, on a eu ce truc qui nous a fait dire qu'en fait, là, déjà, on construit notre avenir sans s'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Ça demande de un peu faire confiance à l'avenir, ce qui n'est pas sûr. toujours évident en ce moment, mais c'est clair. Surtout quand on est dans le contrôle, c'est... Dans l'immédiateté aussi, un petit peu parfois, de se dire, ok, je lance un truc, je veux des résultats directs, alors il faut attendre un peu, quoi. C'est clair. Ok, trop cool. Donc, projet de 6 mois, tu rentres, t'es positive en rentrant? Ouais, carrément, je suis hyper positive, franchement. J'ai l'impression qu'en fait, de revenir chez moi, j'ai vu beaucoup de choses d'un nouveau regard. Enfin, tu vois, je sais pas, ma rue d'un nouveau regard, mes relations. Je me suis rendu compte qu'en fait, en 6 mois, les gens changeaient pas tant que ça. Donc, c'était pas non plus un saut dans le vide, tu vois, comme beaucoup de gens. Je pense que les gens, ils projettent des peurs sur toi, genre, mais qu'est-ce que tu vas faire en van, à l'autre bout de l'Europe? Il y a tellement il peut y avoir tellement de problèmes. Et en fait, je pense qu'il faut juste se faire confiance, partir. Et ouais, quand je suis revenue, ça m'a vraiment apporté un nouveau souffle, je pense. Ouais. Tu t'es sentie plus sereine, plus... je me suis sentie plus alignée avec moi-même. Je suis rentrée en me disant que j'allais changer de certaines choses dans ma vie. Et donc, franchement, c'était que du positif. Ok, trop cool. Du coup, tu rentres de ce voyage. Alors, on n'a pas trop parlé de ça, mais il y a un média, du coup, qui s'appelle Tomorrow. À quel moment il apparaît ce média et qu'est-ce que c'est exactement? Ce média, on l'a fait dès le début du projet. Donc, début 2021, on lance Tomorrow. Et en fait, le lancement du livre Tomorrow, de notre aventure Tomorrow, ça a aussi été le lancement du média parce que derrière le média, il y a juste la prise de parole sur les réseaux sociaux et tout le contenu qu'on fait autour de la transition écologique. Ok. Donc, tu vois, aujourd'hui, dans le média, on met notre livre, notre podcast, parce qu'on a fait un podcast après, maintenant un film et les réseaux sociaux. D'accord. Mais ouais, du coup, on l'a lancé dès le début. Et en fait, au début, l'objectif, c'était un peu de partager notre aventure en Europe. Et puis, ça a un peu évolué. On partage maintenant plutôt des décryptages autour de la transition. Ok, donc au début, vous documentiez un petit peu votre exploration à travers les 6 mois de voyage. Exactement. Et petit à petit, vous avez commencé à un peu plus partir sur l'aspect, peut-être grâce à vos connaissances un petit peu plus scientifiques, sur ce que vous apprenez aussi, quoi. Ouais, exactement. Ok, et sur le suivi aussi de ce que vous créez aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ça marche. Moi, il y a une question que je me suis posée justement en voyant ton média. C'est de me dire, tu vois, je te vois, tu dis que tu es ancienne directrice marketing. Aujourd'hui, vous prenez la parole sur des sujets aussi scientifiques en essayant de les rendre le plus abordables possible. À quel moment tu te sens légitime de prendre la parole sur des sujets comme ça? Comment ça vient? Déjà, je pense que c'est important de ne pas être expert avant de se dire qu'on peut prendre la parole. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est un problème quand même assez compliqué. Et la plupart des personnes au quotidien se disent « Ah non, mais je peux pas en parler, genre c'est trop complexe, etc. » Alors que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut en parler parce que on a tous un point de vue sur la question, on a tous un peu des connaissances et c'est aussi en discutant qu'on va pouvoir faire avancer. Et après, d'un point de vue plus perso, j'ai passé énormément de temps à me former dans des formations professionnalisantes comme le bilan carbone par exemple, la méthodologie, avec des ateliers aussi comme Fresque du climat, comme Deuton, à la fois par la théorie mais aussi de la pratique. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps à faire des recherches par moi-même. Et ce que j'aime énormément faire, c'est de la vulgarisation scientifique, donc c'est prendre des papiers de recherche qui ont l'air incompréhensibles et où tu vois, tu as un pavé de 10 pages et tu te dis oh là là et d'essayer d'en tirer des choses concrètes pour les personnes parce qu'en fait, je suis persuadée qu'il y a toutes les clés dans la recherche, mais juste, c'est des personnes qu'on n'écoute pas forcément parce qu'elles savent pas forcément se mettre en valeur et du coup, qu'il y a un pont à faire entre la science et la communication qui est hyper clé. Donc, voilà, c'est beaucoup
de temps passé, moi, à lire des choses, à du coup essayer d'en extraire, de faire du contenu, etc. Et là, pour le film, on a énormément travaillé avec des chercheurs aussi. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est des gens qui ont tout le savoir et de discuter avec eux aussi, c'est très, très formateur. Tu vois, ils disent, tu devrais lire ce papier et puis de fil en aiguille, de papier en papier, tu rentres dans des cercles et du coup, là, tu as accès à plein d'infos, quoi. Ouais. Ok, ouais, c'est trop intéressant vraiment aussi moi, je me suis beaucoup posé la question sur le sujet de l'écologie. Peut-être pourquoi on n'embarquait pas les gens. Donc, je regarderai ton film, ton documentaire avec attention. Mais ce sujet un petit peu de pourquoi s'il y a une personne qu'on doit écouter sur le sujet de l'écologie, ça reste les scientifiques. Comment ça se fait qu'on les écoute pas et c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aussi peut-être plus passer à l'action et prendre en compte ce qu'ils disent? Et j'imagine que toi, ça a dû, dis-moi si c'est faux, mais vraiment te donner un rôle où tu t'es dit la communication c'est mon truc, je vais vraiment avoir une utilité en le mettant à profit de cette thématique-là, quoi. Oui, exactement. Oui, après il faut trouver son business model, enfin il y a ce que tu as envie de faire et comment tu vis aussi, ce qui est pas toujours évident. On en parlera aussi. Moi j'aimerais passer toute ma vie à faire de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui je peux pas le faire à 100%, mais peut-être demain oui. Ok, d'accord, donc super pour le média. Du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, donc vous avez commencé le média documenté, vous avez fait vos 6 mois de voyage, vous avez publié le livre, il a été vendu à, je crois, presque 2600 exemplaires, donc c'est trop cool pour un premier livre, je trouve que c'est assez dingue. Après ça, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres de ça? Comment la suite s'enchaîne un petit peu? Après ça, c'est un peu le vide. Enfin, ça a été dur le retour. Je pense, faut pas se le cacher aussi. On parle beaucoup des voyages, mais jamais trop du retour. Et moi, je me souviens très bien que c'était un peu la dépression pendant 1 mois. Parce que justement, tu as fini ton projet et tu te dis bon, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Et du coup, je pense là, encore une fois, tu vois, la vie m'a envoyé des petits signes, donc c'était chouette. Déjà, on m'a proposé de retourner dans un CDI. Ça m'a vachement questionnée sur pourquoi est-ce que je ferais ça. Et c'était dans une entreprise engagée, donc pour le coup, il y avait énormément de sens. Mais en fait, je me suis dit que j'aurais été pour les mauvaises raisons pour moi et que c'était plutôt une position confortable de retourner dans un CDI versus rester dans ma situation actuelle où je voulais me dire, bon, je crois que j'ai quelque chose à développer par moi-même. Et donc, de fil en aiguille, on m'a proposé de travailler sur des projets en tant que freelance. Et du coup, c'était des projets qui m'ont vachement passionnée sur des campagnes de communication pour parler plus de climat dans l'espace public, etc. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'en fait, de fil en aiguille, j'ai vachement construit une vie de freelance autour de la communication sur les enjeux climatiques. Et je me suis dit, je passe la moitié du temps à faire des projets rémunérés et l'autre moitié à continuer à développer mon média pour parler de ces sujets et apprendre aussi énormément. Ok, donc c'est les gens qui sont venus à toi petit à petit en voyant tout ce que tu avais créé et qui t'ont proposé finalement des missions rémunérées. Le luxe, exactement. Oui, le luxe. Et en même temps, je me dis, en fait, tu plantes des graines et tu récoltes ce que tu sèmes. Enfin, je dis ça, j'essaye de le dire en toute humilité, mais je me dis, j'ai passé beaucoup de temps à donner du temps pour, tu vois, non rémunéré pour la transition. Et je pense qu'on se rend jamais compte à quel point, en fait, c'est un gouffre, de temps. Tu vois, tu veux faire un décryptage scientifique, ça te prend plusieurs heures, etc. Et du coup, je me dis, c'est normal que après, si tu montres ce que tu as envie de faire, du coup, les gens viennent à toi. Enfin, tu vois, c'est comme des aimants, quoi. Donc, on voit toujours la face cool de l'iceberg où tu te dis non, mais waouh, c'est incroyable. Et tu te rends jamais compte qu'en fait, l'iceberg derrière, il est 10 fois plus gros et que c'est quand même beaucoup de taf. Passer devant ton ordi à parfois désespérer. Donc, voilà. Je comprends tout à fait et j'imagine que c'est encore plus fort pour toi qui dois faire de la vulgarisation scientifique parce que tu dois vraiment passer par des pages et des pages de choses qui sont très concrètes, où tu dois les plonger dedans. Et ensuite que tu dois vulgariser, donc finalement les gens voient que le bout de ton travail, la vidéo. Exactement. Et en fait l'ampleur du travail derrière, il est immense et ça m'étonne pas du tout que au bout d'un moment tout ce travail aussi ça puisse payer.
Je pense que ceux qui ont touché à la création de contenu parfois se rendent compte que Ah ouais, je me rendais pas compte avant. Franchement, maintenant je vois plus les influenceurs. Enfin, j'aime pas ce mot, mais je vois plus les créateurs de contenu de la même façon parce que je me dis mais c'est tellement de taf. En fait, toi tu vois juste une vidéo de 10 secondes, tu vois pas que derrière il y a tout un travail incroyable. Ouais. Tu vois les petites blagues sur les vidéos, mais ça, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Le message scientifique encore derrière. Ok, ça marche. Donc, petit à petit, tes missions au début, c'était quoi? C'était de la prise de parole? C'était du conseil? En fait, c'était vraiment plein de choses, franchement. À la fois, alors c'était beaucoup de conseils en communication quand même. Je faisais mon métier donc de directrice marketing communication, soit intégrée à des équipes, soit en tant que prestataire de services externes. Donc, je pouvais coacher des directeurs. Je pouvais être en mode agence où je disais ok, on a envie de refaire toute notre plateforme de marque, notre identité, notre site. Du coup, je refaisais tout. Donc, c'était vraiment hyper divers. Okay. Je faisais aussi pas mal de conférences, prises de parole, des ateliers climat. Et donc, à la fin, en fait, comme c'était très large, je me suis dit que... Enfin, on s'est dit avec Léo, mon mec, qui est devenu mon associé maintenant, et on s'est dit qu'il fallait qu'on structure tout ça parce que nous-mêmes, on avait tendance à s'y perdre en se disant qu'il faut que ce soit plus clair pour l'extérieur. Du coup, on a fait vraiment 3 piliers au sein de notre entreprise Tomorrow, on a gardé le même nom de A à Z. Ouais. Et du coup, Tomorrow, donc c'est l'agence de communication où on fait des missions de prestation de conseil en communication, marketing et design parce que Léo est designer, directeur artistique. On fait aussi des conférences, interventions, ateliers climat. On a plein de formats de sensibilisation pour tout type de public. Tu vois, on est intervenu à la fois auprès de 600 lycéens comme auprès de 15 personnes d'un comité directeur d'un grand groupe pour les sensibiliser avec voilà. Et on a aussi le média, du coup notre visibilité où on fait nos décryptages. Ok. Comment vous communiquez? Enfin, je vois beaucoup de gens qui parfois aimeraient faire plein de choses. Ouais. Et c'est parfois pas évident de te dire je fais tout et en même temps je reste assez claire pour les autres. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de ton objectif actuel professionnel. Parfois, je vais vachement l'accent sur mes missions. En fait, non, je mets pas. En fait, je parle jamais de mon travail de freelance à côté parce que j'en ressens pas forcément le besoin dans le sens où jusque-là, j'avais toujours des missions qui venaient à moi. Mais j'ai remarqué cette année que du coup, comme mon gros objectif de l'année, c'était vraiment de parler du film et de parler à fond de ça pour que les gens identifient qu'on va faire un film et aient envie de porter le projet à la sortie. Du coup, comme j'ai beaucoup parlé de ça, je pense que les gens se sont dit « Ah bah, elle bosse plus en freelance et donc je vais plus l'appeler ». Donc là, j'ai vraiment ressenti une différence. Mais du coup, voilà, faut un peu adapter en fonction des messages, de tes objectifs professionnels que tu as envie de faire passer à l'instant T, quoi. Ok, donc sur tes différents canaux, à part le média qui reste axé sur la vulgarisation scientifique, donc sur Instagram, est-ce qu'il y a un autre endroit aussi? Sur LinkedIn, je fais beaucoup de prises de parole aussi. LinkedIn aussi, d'accord. Et sur LinkedIn, du coup, tu vas, en fonction de tes projets, adapter ta communication pour faire comprendre ce que tu fais. Et sur LinkedIn, c'est vraiment décryptage et film. Sur Insta, c'est majoritairement... Ouais, c'est décryptage et film, en fait, c'est la même chose. Ok. Donc ouais, voilà, enfin... Je sais plus ce que je voulais dire sur la question, mais... Au niveau tu parlais tout à l'heure de Léo, c'est qu'on n'en a pas encore parlé. Du coup, vous travaillez ensemble. Ouais. Comment est-ce que vous partagez un peu les tâches entre vous? Vous faites pas la même chose? Enfin, est-ce que vous bossez ensemble au quotidien? Est-ce que vous avez chacun vos missions? Ça dépend vraiment des moments. Nous, on fonctionne vraiment comme une entreprise, tu vois. On se met des objectifs, à la fois de chiffre d'affaires pour être rémunéré, mais aussi des objectifs, par exemple, d'impact, sur dire, OK, on a envie de toucher X public de façon non rémunérée, on a envie de développer X projets non rémunérés parce que ça nous fait kiffer. Et donc voilà, on se met des objectifs un peu chaque année sous forme de 6 mois. On fonctionne par OKR, je sais pas si ça vous parle. C'est quel est ton objectif global et après tu déclines ça en sous-objectifs. Et donc parfois on travaille ensemble sur certains projets, parfois pas. Et donc ça varie un peu des envies. Donc là cette année par exemple on a pas énormément travaillé ensemble malgré le fait qu'on fasse un film ensemble et on pourrait se dire que c'est le cas. Mais lui, il est sur une très grosse mission avec l'agence de la transition en France, l'ADEME, qui lui prend pas mal de temps et qui lui plaît énormément. Du coup, moi, j'ai plus pris la partie film pour développer un peu tout l'éditorial, l'écriture, etc., la diffusion. Donc, c'est vraiment en fonction de nos envies. Mais parfois, on bossait 100% ensemble et juste, on se disait, OK, comment est-ce qu'on se répartit le travail? En fait, ce qui est intéressant dans ce fonctionnement, je trouve, c'est que tu peux vraiment moduler ton quotidien en fonction de tes envies.
Et ça, c'est super important parce que si t'es freelance et que t'as pas les bons aspects, ça sert à rien. Ouais. Il y a des choses où tu t'es lancé en freelance et tu t'es dit finalement, c'est pas de cette façon que je veux faire. Enfin, au fur et à mesure du temps, t'as pu écrémer un petit peu vers quoi tu voulais aller. C'est une bonne question. En fait, j'ai envie de te répondre non parce que à chaque fois que j'ai fait une mission, ça m'a appris quelque chose. Et ça m'a appris, là, j'aurais plus envie de bosser comme ci, comme ça. Et je trouve que ça change aussi énormément et c'est important de ne pas rester figé. Avant, j'aimais beaucoup être intégrée aux équipes. Maintenant, je me dis, je préfère plus être en mode agence où je délivre des prestations de services parce que j'avais le film cette année et du coup, c'était compliqué pour moi d'être là à des temps donnés. Maintenant, c'est fini cette période-là, donc j'aimerais plus retourner en mode équipe. Donc voilà, c'est vraiment... franchement, je pense que chaque expérience, elle te guide un peu. C'est juste, t'as 1 milliard de façons d'être freelance. Faut un peu comprendre ce qui, toi, te plaît. Te fait vibrer et tester aussi. Ouais, tester, c'est ce qui compte, franchement. Tu peux pas le savoir tout de suite. Donc, j'ai testé plein de formats différents. Il y a quand même un truc qui est resté, c'est que j'aime travailler avec des boîtes sur du très long terme. Enfin, je prends pas de mission en dessous de 3 à 4 mois parce que sinon, je trouve que c'est trop dommage. Enfin, en général, j'ai une grosse mission et après, je prends plein de petites missions court terme. Mais sur des gros projets, en fait, ça prend énormément de temps. C'est important de le prendre ce temps. Ok, ça marche. Au niveau de... Peut-être pour finir sur l'aspect un petit peu freelance, tu as ressenti des moments où tu as dû aller peut-être te former un peu plus à l'extérieur, demander un peu de l'aide extérieure, ou est-ce que tu t'es toujours formée seule comme ça? Enfin, je sais que des fois, c'est un... Enfin, tu vois, je trouve que déjà, moi, je trouve ça déjà hyper courageux de se lancer en freelance parce que tu es un peu livré à toi-même. Tu t'es lancé sur le sujet de l'écologie qui demande aussi beaucoup d'informations, d'efforts. Les deux ensemble, parfois, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça va? Oui, c'est une très bonne question. Parfois, j'en ai marre. C'est sûr. Et oui, j'ai eu des périodes très compliquées parce que, tu vois, par exemple, à un moment, je devais faire une campagne de communication sur le rôle du réchauffement dans l'Arctique, dans la zone arctique, donc autour du pôle Nord. Et c'était vraiment très dur parce que je lisais plein de papiers. En fait, c'est la zone qui se réchauffe le plus au monde, 2 fois plus que le reste du monde. Et du coup, c'était vraiment très dur parce que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Et donc, psychologiquement, parfois, t'es un peu quand même un peu touché par ça. Mais du coup, je pense que c'est hyper important de créer des bulles de respiration et de trouver ton réconfort. Enfin, tu vois, de trouver tes zones où tu te dis, bon, là, je pense plus à ça. Par exemple, avec Léo, on s'est grave mis de l'équilibre en se disant, en fait, le week-end, on ne bosse pas. Le soir, on ne parle pas de travail. Souvent, quand je vais dîner avec mes amis, parfois, je leur dis, on ne parle pas d'écologie parce que au début, autant c'était agréable pour moi d'en parler. Parfois, c'est un peu lourd et je me dis, en fait, j'ai juste envie de parler d'autre chose que de ça, tu vois. Donc, je sais plus ce que c'était ta question, mais... C'était, est-ce que le fait d'allier freelance et écolo, tu as un peu répondu les deux ensemble, est-ce que des fois, c'est pas trop lourd? Ouais. Et de ce que je vois, tu mets des cadres pour essayer de rendre ça plus digeste. Exactement. Ouais, puis vraiment... t'écouter, enfin te dire là si t'as besoin de vacances, faut pas hésiter à en prendre et vraiment à couper. Parfois je me dis ok, j'arrête de lire de l'actualité sur le sujet pendant 1 semaine, ça va me faire du bien. Mais oui, en fait c'est un peu double peine parce que non seulement t'es free, c'est quand même parfois un cadre de vie qui est pas facile et en plus l'écologie c'est quand même un contexte angoissant. Mais en même temps, moi je suis trop heureuse. Enfin, je veux dire, j'ai trop l'impression d'avoir trouvé du sens dans ma vie. C'est pile ce que je veux faire. Enfin, j'ai plein d'opportunités chouettes. Donc pour rien au monde je change rien. Sinon, je l'aurais déjà fait. Ouais, trop cool. Et le fait que vous ayez eu ça ensemble avec Léo, du coup, vous vivez ensemble, vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble. Ouais, c'est beaucoup de choses. Est-ce que ça, t'as eu des peurs un peu avant de te lancer? Ça s'est fait naturellement? En fait, on s'est jamais trop posé la question. Enfin, franchement, moi, je me suis jamais dit que je me lancerais une boîte avec mon mec. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est le regard qu'on a de l'extérieur. Mais en réalité, nous, on s'est jamais dit ça. Enfin, on a fait un projet ensemble, du coup, le voyage, le livre. Et à ce moment-là, on s'est dit, vas-y, on va commencer à prendre des projets. Il se trouve qu'il y en a qui ont été ensemble, d'autres séparés. Et à un moment, on s'est dit, ok, pour un peu plus se sécuriser,
on va créer une société ensemble, même si on ne travaille pas forcément ensemble, mais ça va être une forme de coopérative où avec Léo, chacun ramène l'argent qu'il gagne et on se paye exactement le même salaire. Mais du coup, c'est une forme aussi de sécurisation pour notre couple parce que il n'y a pas des histoires d'argent de ah bah toi, un mois, tu vas gagner plus que l'autre, et etc. C'est juste, c'est tout en commun. C'est un choix de mode de vie qu'on a fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de plan sur la comète, ça s'est fait progressivement. Et encore une fois, aujourd'hui, même si on a l'impression qu'on travaille beaucoup ensemble, il y a quand même énormément... En fait, tous les clients, on les a séparés aujourd'hui. Et la plupart des projets aussi. Donc, finalement, c'est pas... Enfin, tu vois, on a trouvé notre équilibre qui est qu'on ne voulait pas avoir 100% de tout ensemble. Et on fait aussi beaucoup de choses séparément. Ouais, ok. C'est intéressant de voir que même sous la même entité, vous arrivez à diversifier et à séparer certaines choses et choisir aussi là où en tant qu'individu, tu as envie d'agir, même au sein d'un même projet, quoi. Exactement. Ok. Bon, on va passer à un gros sujet. Tout le monde l'attend, roulement de tambour. Ah oui, je crois que je vois de quoi tu veux parler. Ouais, je crois que tu dois te douter. Du coup, c'est le documentaire que tu es en train de réaliser, qui t'a pris beaucoup de temps et qui t'en prend encore beaucoup, j'ai l'impression. Est-ce que déjà, tu peux nous parler d'où vient l'idée du documentaire? Donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on a l'idée. En fait, on s'est dit qu'on voulait faire un format de documentaire parce que autant le livre, t'es obligé de l'acheter, il y a une contrainte financière. Le podcast, tout le monde n'en écoute pas forcément. Et c'est pas forcément le meilleur médium que nous, on a trouvé avec Léo. Mais le documentaire, je trouve que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde parce que ça a des émotions, c'est visuel. Enfin, aujourd'hui, on est vachement là-dedans. Et donc, avec Léo, je pense que depuis longtemps, on s'est dit qu'on voulait faire un documentaire. Après, ça a été la question du contenu. Parce que il y en a 1 milliard des documentaires sur l'écologie. Du coup, c'est qu'est-ce que tu apportes en plus? Et on s'est vraiment creusé la question pour savoir, en fait, s'il y avait vraiment un sujet à creuser, ce serait lequel? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette question du passage à l'action. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est le plus gros point d'interrogation dans notre société, c'est de se dire, en fait, tout le monde sait qu'il y a un réchauffement climatique, ça, on peut plus le nier. Il y a 8 Français sur 10 qui sont d'accord pour dire que voilà, ça existe. Mais pour autant, on passe pas toujours à l'action dans notre quotidien. Et qu'est-ce qui fait qu'on sait mais on n'agit pas? Il y a plein de mécanismes en jeu, mais on avait envie de comprendre ça avec la science. Et du coup, c'est vraiment comme ça que le documentaire, il est né pour aller chercher les réponses à nos questions et se dire qu'en fait, si on rendait visible ce contenu au plus grand nombre, ça aiderait à accélérer un peu la transition. Ok. Du coup, quand tu parles de ce sujet-là, tu parles tout de suite de la science. Oui. Du coup, tu as pris peut-être la direction du côté un petit peu plus cognitif, oui. Peut-être sociologique aussi. Exactement. En fait, dans ce documentaire, on va interroger vraiment 3 échelles. La première échelle, c'est le cerveau avec les sciences cognitives, la psychologie comportementale, tu vois, comment on fonctionne en tant qu'être humain. Ouais. Ensuite, la deuxième échelle, c'est plutôt la norme sociale. Dans un groupe donné, qu'est-ce qui fait qu'on agit d'une certaine façon ou d'une autre? Et enfin, le système avec l'économie, la politique, pourquoi est-ce qu'on est imbriqué dans un système qui ne veut pas bouger? Un peu plus large. Ouais, okay. Et du coup, à chacune de ces échelles, on est allé interviewer des scientifiques pour comprendre le passage de l'inaction à l'action. Ok. Ce sujet-là, vous avez tout de suite pris cette direction? Non, il y en a eu franchement, plein, ça a itéré longtemps. On a réfléchi énormément. On n'était pas du tout parti sur ça à la base. Vous étiez parti sur quoi à la base? En fait, on voulait vraiment sensibiliser sur l'empreinte carbone. C'était il y a 2 ans, donc je pense qu'on en parlait un peu moins. Mais on s'est dit qu'on voulait faire un documentaire autour de, tu vois, comment peut-être une mise en situation de comment on passe de 10 tonnes à 2 tonnes d'empreinte carbone. Et donc vivre vraiment à 2 tonnes, qu'est-ce que c'est? Okay. Pour sensibiliser sur ça. Okay. Mais finalement, on n'a pas retenu la question. Ok, d'accord, vous êtes parti vers... Donc, puis même, le projet, il a énormément évolué parce que nous, on ne vient pas du tout du métier et tu dois le savoir, mais il y a vraiment certains codes dans le métier parce qu'on s'est tout de suite dit qu'on voulait aller à la télé. Et donc, tu as des codes précis de raconter une histoire, que ce soit universel, que ça touche. Et en fait, tout de suite, on nous a dit, vous avez trop de gens dans votre documentaire et il y a trop un aspect scientifique. En fait, personne va vouloir voir un documentaire où il n'y a que des scientifiques qui s'enchaînent. Ça va être trop dense en contenu. Il faut alléger un peu tout ça. C'est un docu scientifique, quoi. Ouais, et en fait, on s'est dit, ça va pas toucher le bon public. Enfin, ça va être trop niche.
Ok, du coup, comment ça s'est fait dans le temps? Vous réfléchissez au sujet avec Léo de votre côté. Oui. Comment ça se passe ensuite? C'était quoi les premières étapes? Ensuite, on fait un joli dossier qui résume un peu tout ce qu'on a envie de montrer. Et là, on va toquer à la porte des producteurs qui sont vraiment l'échelon entre toi et la chaîne télé. Alors, en fait, tu peux pas aller voir une chaîne télé directement. Ils vont dire faut passer par un producteur. C'est comme si moi, demain, j'allais voir une librairie quand j'ai écrit un livre, il va me dire va demander un éditeur. Donc là, on va toquer à la porte de plein de producteurs. Et alors, je te passe tous les rebondissements parce que ça a pris 1 an. C'était vraiment entre espoir, désillusion, bref. Et donc finalement, on tombe sur le producteur qui nous fait confiance, avec qui on travaille aujourd'hui, qui est exceptionnel. Donc je suis trop contente qu'on ait pris 1 an parce que c'était vraiment 1 an de gagné. Quand je vois les autres discussions qu'on avait eues. Qui s'appelle écoute, notre producteur s'appelle William ils sont plusieurs. D'accord. William, Gabriel et Alexandre. Et la société, c'est WAG. D'accord. Et surtout, c'est 3 amis qui ont monté leur maison de production il y a 12 ans maintenant, et du coup, qui font des projets à impact. Donc, qui étaient hyper sensibilisés à la question, et je pense que c'était important quand même, que ce soit pas du pur opportunisme de la part des producteurs, mais aussi une conviction profonde, parce que quand on voit le nombre d'heures qu'on y a passé, c'était obligé que ce soit une conviction profonde. Et donc, une fois qu'on a ces producteurs... Donc, ça a mis 1 an. Ça a mis 1 an. Et là, ils nous disent, OK, votre dossier, il est chouette, mais il faut un peu le retravailler parce que on a besoin de plus parler au code de la télé. Donc là, pareil, on repasse 6 mois à retravailler encore notre histoire. On fait pas mal de rendez-vous terrain, tu vois, pour se dire, OK, quelle personne on va sélectionner. On écrème énormément. On est passé de peut-être 10 personnes, 8 personnes qu'on voulait suivre à 3 personnes. Enfin, voilà, on synthétise. Et là, ils vont commencer à toquer aux chaînes télé. Et du coup, il y en a une qui nous fait confiance. Et donc, à partir de là, c'est bon, on peut partir en tournage. Et donc, le tournage prend encore 4 mois. Et maintenant, on est à la phase de montage pendant 3 mois. Et on sort en janvier 2025. Donc, janvier 2025. 2 ans après le début du projet. Ok. C'est long. Ouais, je m'y attendais pas, je pense. C'est un travail de titan. Tu t'attendais pas à ce que ça prenne. Non, je m'y attendais pas, non, j'avoue. Mais bon, après, plus le temps passe et plus tu te dis, en fait, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, je crois. Comme les travaux, quoi. Exactement. Ok. Et à quel moment, du coup, pour l'aspect financement, comment ça se passe avec les producteurs, avec les chaînes TV? Enfin, c'est un milieu que je connais pas. J'imagine que tu as appris plein de choses. Moi non plus, c'est un milieu que je connais pas et je pense qu'on est un peu un ovni là-dedans. Mais en fait, on s'est dit, ce documentaire, on n'a pas envie qu'il dépende uniquement d'une chaîne télé en termes de financement. Il faut qu'il soit 100% autonome parce qu'en fait, on avait cette certitude qu'on voulait faire notre docu, peu importe la diffusion. Et donc, avec Léo, on s'est dit, OK, comment on va chercher l'argent? Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent en jeu. Hein. On ne parle pas de 30 000 € du livre, on parle d'un budget de... Ça dépend, fourchette basse, ça dépend, fourchette basse, fourchette haute. On est entre 100 000 et 160 000 €. Donc, c'est énorme. Et du coup, on est allé chercher notre source de financement par 4 moyens. Déjà, on a fait des sponsors. Donc, on est allé trouver des entreprises avec des contreparties qui nous ont permis de lever quand même pas mal d'argent. Ensuite, c'était quoi en contrepartie? Franchement, c'était hyper divers. On s'est juste posé la question de c'est quoi les enjeux des entreprises et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et on a essayé de faire un matching entre tout ça. Donc, tu vois, on identifie plusieurs enjeux. Ça peut être l'engagement collaborateur. Tu veux engager autour d'un projet qui va être le film et faire un suivi de A à Z sur tout le projet. Tu veux plutôt parler de ta marque auprès de notre audience ou auprès de la presse, avoir une meilleure visibilité de ta marque. Et du coup, en fonction de ça, on a proposé, par exemple, là, on écrit... chaque mois, on fait un suivi avec un sponsor où on raconte ce qu'on vit, genre les coulisses du film, sous forme vidéo, sous forme écrit, sous forme rencontre. On a aussi proposé pas mal de rencontres avec nous, de partager les coulisses des diffusions avec présence, des conférences, enfin, c'est vraiment hyper large. Juste, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire. On a fait un catalogue et on a dit, voilà, ça, en fonction de votre enjeu, on vous propose ça et de votre budget, etc. C'est eux qui te parlaient de leurs besoins ou c'est toi qui essaies d'identifier et de proposer des choses nous, on a démarché les gens. Il y a 2-3 entreprises qui sont venues à nous, mais
enfin, on a 5 sponsors. Il y en a 3 qui sont venus à nous et 2 qu'on a démarchés, je pense, par notre réseau. Et ce qui s'est passé, c'est quand tu fais un rendez-vous, tu leur dis, bah voilà, j'ai ce projet de film, tu leur présentes, et après tu les laisses un peu parler sur est-ce qu'il y a des choses qui font écho, c'est quoi vos enjeux, comment est-ce qu'on pourrait bosser ensemble si ça vous intéresse, et après de fil en aiguille, t'affines un peu pour trouver la proposition qui fit les deux, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, il y avait ces sponsors. Après, on a fait une campagne de crowdfunding, donc financement participatif. KissKissBankBank, exactement. Après, on est du coup allé demander des dossiers de subvention. Ça, c'est un peu le point en attente parce que pour l'instant, en fait, ça arrive tout à la fin. C'est très long. Et c'est très long, donc pour l'instant, j'ai pas de visibilité. Et puis après, du coup, le financement de la chaîne. La chaîne te finance une partie du film, une toute petite partie, ouais, c'est vraiment assez minime. Pour le coup, ils n'avaient pas énormément de budget, mais c'est quand même trop bien. Enfin, dans notre budget global, c'est 10% du financement. Mais du coup, je pense que eux, ils ont aussi bien aimé qu'on soit un projet solide où en fait, on a dit, bah voilà, le projet, on va de toute façon le faire parce qu'on avait levé 90 000 euros avant d'aller les voir. Et du coup, voilà, Après, c'est plus la question de la diffusion et eux, ils sont sûrs que le projet va se faire, donc ça dérisque un peu aussi. Et donc, le dilemme de passer le film à la télé, il se fait entre les producteurs et la chaîne directement, ou c'est toi qui joues aussi un rôle dans ces échanges? Aucunement un rôle. Non. Juste, ça se fait entre eux. Enfin, c'est eux qui gèrent énormément aujourd'hui, faut pas se le cacher. Nous, on a impulsé le projet, mais aujourd'hui, on est une équipe de 10 à bosser sur le film avec nos producteurs, nos réalisateurs et... Moi, je tiens pas la caméra, je suis vraiment auteur et incarnante du projet. Mais le gros du projet, il se fait vraiment avec eux. Quand tu dis du coup je rebondis, que t'es incarnante du projet, j'imagine qu'il a dû vous avez dû définir du coup l'histoire autour de ce documentaire. Exactement. C'est quoi l'histoire que vous avez décidé de raconter? Alors, le pitch en quelques mots, non, mais le pitch du film, c'est une famille ordinaire confrontée à un enjeu planétaire. En fait, on s'est dit que ce film, on voulait le faire avec notre famille parce que, tu vois, t'en parlais au début du fait que ce soit quand même le premier lieu de confrontation de ces enjeux qui sont difficiles à aborder. Et donc, on a choisi 3 personnes de notre famille qui incarnent 3 opinions différentes face au climat, 3 générations différentes et 3 milieux différents, que ce soit un milieu rural, un milieu montagnard, un milieu urbain. Et du coup, ces personnes qui sont pas forcément dans l'action, et qui l'assument, on en a vachement parlé avec eux. On les emmène rencontrer des personnes qui ont fait sauter les barrières de l'action pour s'engager dans des milieux surprenants. Et c'est la rencontre un peu de 2 opposés. Ça va être la rencontre de la France banlieue avec la France rurale. Ça va être la rencontre avec quelqu'un qui est dans le système, avec quelqu'un qui veut faire changer le système de l'intérieur. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire aussi, et je me suis rendu compte de ça pendant le film, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut faire dialoguer 2 opposés. Je trouve que, en fait, ça fait vachement écho à l'actualité aujourd'hui. Tout le monde est un peu dans sa bulle. On vote aux extrêmes parce qu'on a peur de l'autre, alors que je me suis vraiment rendu compte que quelqu'un qui était très éloigné de moi avait exactement les mêmes problématiques. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué dans le film, en fait. Au-delà de parler de climat, c'est qu'on peut être d'accord sur des sujets si on commence à dialoguer de façon apaisée et à faire des choses ensemble, à vivre des expériences ensemble. C'est fort cette idée d'avoir rassemblé, on n'y pense pas de prime abord, de se dire je vais rassembler des gens qui sont opposés sur certains sujets pour parler de l'écologie, alors qu'on donne souvent la parole à ceux qui sont le mieux renseignés sur l'écologie pour parler de ça. Donc je trouve ça intéressant d'avoir... ramener ces personnes de ton entourage, quoi. Le but, c'est que tout le monde puisse s'identifier. En fait, les gens, ils vont pas s'identifier à moi parce qu'ils vont se dire « elle est super engagée, c'est un peu trop loin pour moi », alors qu'ils vont peut-être plus s'identifier à ma cousine qui se pose la question de « moi, je veux pas arrêter de prendre l'avion, c'est une privation de liberté, personne ne m'en empêchera jamais ». Ou alors le cousin de Léo qui se dit « moi, en fait, j'habite dans un bled de 1500 habitants en France rurale, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'écologie, on est des populations abandonnées ». Donc, je pense que faut juste rassembler un peu plus et du coup tout le monde pourra s'identifier dans quelqu'un dans le film, je l'espère. Et si les gens s'identifient pas à moi, c'est encore c'est une réussite, quoi. Génial, j'adore l'idée. Tu t'es dit direct que tu allais prendre des proches à toi? Non, franchement, ça a fait du chemin. En fait, au début, on voulait vraiment tout centrer autour de mon père.
parce que mon papa, c'est justement, je t'en ai parlé un peu, c'est quelqu'un qui a tenu des propos climato-sceptiques. On a parlé de climat pour la première fois avec lui, qui nous sortait de dingueries. Et en fait, je me suis dit, le challenge, ça va être de faire passer mon papa de climato-sceptique à activiste, tu vois, genre à la fin, qu'on aille faire une marche pour le climat ensemble. Mais en fait, on s'est rendu compte c'était pas une bonne idée de tout centrer autour d'une seule personne, parce que du coup, tout le monde ne se représenterait pas dans cette personne. Parce que voilà, il a 75 ans et entre mon âge et son âge, il y a peut-être plein de populations aussi. Du coup, on a commencé à identifier qui d'autre on pouvait embarquer avec nous, et c'est là où on s'est dit, il y a 3 chapitres: le cerveau, la norme sociale, le système. Il va y avoir 3 personnes de notre famille, 3 personnes engagées, et ça va le faire, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, les 3 personnes, tu les as à chaque fois embarquées avec chaque personne que vous avez rencontrée. Donc, combien de personnes en tout ? Du coup, un chapitre égale une personne engagée, le suivi suivi par un membre de notre famille. D'accord. Donc, du coup, on en a 6. D'accord, 6 personnes en tout, 3 que t'embarques et 3 qui, du coup, vont apporter leur savoir ou leur expérience et tout ça. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des 3 personnes que tu as choisi d'aller rencontrer, histoire qu'on tease un petit peu carrément. aussi il va sortir quand, le podcast ? Il peut être adapté à tes... C'est juste pour que je sache. Ouais, je pense que d'ici 2-3 semaines. Okay. Après, si ça pose souci, on peut le sortir un peu plus. Ok. Si c'est top secret. Non, c'est pas top secret. Donc, dans le premier chapitre, on s'est intéressé aux banlieues et on est allé rencontrer une association qui œuvre pour le climat dans les banlieues. Du coup, tu pourrais te dire que c'est un peu opposé, parce que eux sont les premières victimes et en même temps ne sont pas les personnes qui peuvent faire le plus de choses, parce qu'elles n'ont pas la plus grosse empreinte carbone, les plus gros moyens. Et en fait, justement, elles ont complètement été à l'encontre de ça, en se disant, en fait, pour parler aux banlieues, il faut des gens qui viennent des banlieues, et il faut arrêter d'intellectualiser l'écologie et de se dire que c'est un truc bourgeois, etc. Nous, on se dit, l'écologie, c'est un truc, c'est bien manger, bien être dans son environnement. Et en fait, notre environnement des banlieues, il est le plus impacté par la transition. Parce que nous, souvent, on est à côté du périph' et c'est là où il y a la plus grosse pollution. Tout le monde autour d'eux a eu un cancer lié à l'écologie. Donc, ils font de la formation pour les banlieues, et c'était vraiment très puissant. Ensuite, on est allé rencontrer, du coup, pour faire le penchant, des ultra riches, pour comprendre comment est-ce que eux s'engagent, parce qu'on met souvent la faute sur les riches avec leur jet privé qui polluent et qu'on n'a rien à faire. Et en fait, on a voulu comprendre comment cette population pouvait changer, notamment à travers le pouvoir de la norme sociale, de dire, en fait, on a des codes symbolique pour le luxe de, tu vois, posséder un jet, posséder un sac d'une marque de luxe, etc., avoir un mode de vie ultra carboné symboliquement. Mais comment est-ce qu'on peut faire basculer ce statut social pour passer à l'action et justement se dire, on veut plus de sobriété dans ce milieu. Et enfin, le dernier, c'est une association qui fait changer le système de l'intérieur en s'attaquant aux groupes pétroliers. C'est une asso qui dépose des résolutions pour le climat dans les assemblées générales des groupes pétroliers, en fait, en se disant, ces groupes-là, ils écoutent ni les journalistes, ni les États, ni personne. Ils écoutent une seule chose, c'est leurs actionnaires. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Et c'est les actionnaires qu'il faut réussir à convaincre de voter pour plus de climat au sein de Total, Shell, Exxon, etc. Donc, eux, ils bossent avec les actionnaires pour les convaincre du bienfait et de l'intérêt de faire des résolutions climat, ce qui peut aller un peu à l'encontre, parce que tu te dis, ils affirment qu'il faut acheter plein d'actions totales, en fait, pour lutter contre pour plus de transition. Et c'est contre-intuitif, parce que tu te dis, non, en fait, je vais pas, moi, en tant qu'écolo, posséder une action totale. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'avoir un autre regard sur la situation. Ok, super. J'imagine que ça devait pas être évident de choisir 3 axes parmi tout ce qu'il y a abordé. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, je trouve que ça donne envie d'aller écouter. Puis ce que je trouve cool, c'est vraiment ce côté... J'allais te demander tout à l'heure, à qui tu décides de parler quand tu fais un documentaire ? Est-ce que c'est ceux qui sont convaincus, ceux qui sont pas convaincus, tout ça ? Et je trouve que finalement, vous avez pris quand même un parti qui est d'essayer de toucher un maximum de monde en allant aussi sortir de vous, peut-être, vos positions d'écologie convaincue. Ouais, carrément. Et de prendre des gens qui vous entourent tout simplement et de partir de eux, leur
Bah, ça m'a vachement appris de choses, même. Je pense que j'ai énormément changé aussi en faisant ce documentaire. Je pouvais être très radicale et je me suis. Enfin, tu vois, j'ai mis de l'eau dans mon vin aussi en me rendant compte que la situation n'était pas facile pour tout le monde, en comprenant beaucoup de choses. Donc, bon, on en parlera dans le docu. Faudra le voir pour un peu mieux comprendre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ce docu. Je pense qu'en fait, on l'a fait pour les gens qui ont du mal à dialoguer autour du climat avec leurs proches. Que ce soit une écolo convaincue comme moi qui se dit putain, mais j'en ai trop marre de mes proches qui prennent l'avion tous les mois, ça me rend folle. Ou alors que ce soit des parents qui se disent mais je comprends pas, mon enfant est en train de vriller, il parle que de ça et c'est pas normal. Et du coup, se dire en fait, il y a un point où on peut trouver du dialogue avec ces personnes-là pour être un peu plus apaisé. Ok, donc toi, votre but pour ce documentaire, c'était de dire, ok, l'enjeu là, c'est de recréer du dialogue entre les gens. Exactement. Moi, je serais contente si au sein d'une famille où c'est conflictuel, ça le devient un peu moins avec le documentaire. Ok, ouais, génial, parce que une des questions que moi j'ai souvent, où je me dis comment tu fais quand tu t'attaques à ce problème, c'est de te dire t'as envie que les gens agissent, tu dis qu'il faut qu'agissent, mais ça paraît être tellement grand que tu peux vite être perdu dans c'est quoi l'impact de ce que tu fais, même quand tu crées du contenu. J'imagine que des fois tu te dis bon bah c'est quoi l'impact concret derrière qu'il faut créer, on veut que ça aille plus vite, puis vis-à-vis de l'urgence, parfois on a l'impression aussi que on n'est qu'une petite fourmi pour changer un énorme système. Mais du coup, je trouve que de recréer du dialogue, c'est déjà génial comme projet, quoi. Oui. Ok. Eh ben, trop cool. Je regarde. Je pense que je t'ai posé déjà pas mal de questions sur le documentaire. Est-ce que le documentaire, il sortira du coup à partir de janvier ou il sera terminé? Il sortira sur la TV. Est-ce qu'il sera diffusé plusieurs fois? Est-ce que ce sra... J'en ai aucune idée. Ouais, okay. Je sais qu'il va sortir sur Ushuaïa Télé à partir de janvier ou février. Ok. Peut-être sur TF1 Replay, je sais pas encore. Parce qu'en fait, et c'est bien normal, mais Ushuaïa veut voir le film avant de le mettre dans sa grille, et nous, on rend le film le 22 novembre, donc à l'heure à laquelle on se parle, on n'a pas encore rendu à la chaîne. Du coup, ils n'ont pas encore fait de retour pour savoir quand, comment, etc. Mais bon, une chose est sûre, c'est que ce sera public, on mettra toutes les informations pour celles et ceux qui veulent le voir. Ok, bah écoute, moi je pense qu'il y a beaucoup de questions où je t'ai interrogée du coup sur le sujet de l'écologie. Il y a peut-être une dernière question où j'aimerais, que j'aimerais te poser pour terminer. C'est que tout à l'heure tu parlais du fait que tu avais pensé à ton père pour le sujet de l'écologie. À côté de ça, j'ai vu que tu avais aussi écrit un livre sur ta mère qui était athlète du coup. Est-ce que tu as envie de nous en parler peut-être rapidement de pourquoi tu as fait ce livre? Je sais que c'est pas en rapport direct avec l'écologie, mais j'ai trouvé ça trop intéressant aussi. Donc voilà, curiosité personnelle. Les gens vont se dire que j'ai clairement fait ma psychothérapie. Moi, je pense que les gens vont se dire, attends, mais elle a quel âge? Elle a 31 ans. Bah, en fait, comme tu l'as compris, j'aime beaucoup l'écriture. C'est quelque chose qui me porte depuis beaucoup de temps. Et donc, j'écris depuis que j'ai 12 ans. Et du coup, ce livre, c'est le 3e, je crois, que j'ai écrit, mais c'est le premier que j'ai publié. Et c'est vraiment arrivé parce qu'un jour, dans ma chambre d'enfant, j'ai trouvé un cahier avec toutes les coupures de presse de l'époque où ma mère avait gagné. Donc, elle était ancienne championne du monde de ski de fond. Et en fait, toutes les coupures de presse relataient son parcours. Et je me suis rendu compte que je connaissais pas ma mère sous cet angle-là. Enfin, j'ai toujours grandi en me disant oui, ma mère, c'est une championne et tout. J'étais trop fière, mais j'avais pas compris vraiment exactement son parcours. Et je pense qu'elle est assez humble, donc elle m'en avait pas non plus trop parlé. Et ce qui m'a énormément frappée, c'est le côté féministe, dans le sens où, en fait, ma mère, elle s'est pris plein d'obstacles avec son parcours. Parce que c'était une femme, parce que c'était la première femme à être dans le ski de fond à l'époque, dans les années 70. Elle a été interdite de certaines courses. Les courses n'existaient pas pour les femmes. Quand les courses ont été ouvertes pour les femmes, en fait, il n'y avait pas de podium femmes parce qu'on se disait, c'est un classement général. Donc, on n'avait que les classements des 3 premiers. Elle a été interdite de JO. Enfin, en fait, ça m'a tellement révoltée.
Et le truc qui m'a, je pense, le plus révoltée, c'est que du coup, je me suis dit, mais cette histoire, elle est forcément sur Internet. Donc, j'ai tapé son nom dans Google et j'ai rien trouvé. Et alors que l'homme qui avait été champion à la même époque avec le même palmarès, mais sur Google, il y avait une page Wikipédia de 6 pieds de long, etc. Et je me suis dit, oh, mais c'est pas possible. Enfin, on peut pas ne pas raconter cette histoire. Et du coup, ça a été un énorme élan. Et j'ai repris toutes les coupures de presse. J'ai raconté l'histoire comme avec mon regard. Enfin, j'ai pas forcément interrogé, mais vraiment, j'ai pris avec mon regard. Et du coup, voilà, c'est son histoire. C'est un roman autobiographique. Enfin, c'est inspiré de son histoire, mais il y a quand même, c'est quand même romancé. Okay. Sur du coup son parcours de étudiante à Grenoble qui était destinée à être professeure de maths, du jour au lendemain championne de France contre toute attente. Du coup, elle met un pied dans un milieu c'est un milieu qui valorise de faire ça depuis l'enfance, et elle arrive, elle débarque, elle gagne tout, et les gens la regardent bizarrement et veulent pas d'elle. En tant que femme, à représenter la France dans les compétitions internationales pour la première fois. Et du coup, jusqu'à gagner des compétitions à l'international et à réussir un peu à dépasser tous les obstacles qu'on peut trouver quand on est une femme en 1975 et que on vient de prononcer l'autorisation du divorce et l'avortement, quoi. Enfin, c'était une autre époque. Ça a dû te faire un choc de replonger dans son histoire. Mais ça m'a trop émue, franchement. Et elle aussi, je pense. Tu m'étonnes. Ta fille qui écrit une histoire sur toi, voilà, parce qu'elle a envie aussi de rendre un peu hommage. Enfin, je trouve que c'est un hyper beau geste. Puis t'as mis, au final, j'ai l'impression que dans tous tes projets, t'arrives à mettre finalement l'écriture, que ce soit le docu, que ce soit le livre, ce que tu fais ou tes projets perso. C'est finalement l'écriture qui est un petit peu la solution à tout ce qui te révolte, peut-être. Ouais. C'est mon moyen d'expression, en tout cas, celui que j'ai trouvé. Ouais. Et je trouve ça intéressant de voir comme finalement, tu l'utilises pour tous tes projets différents, quoi. Ouais. Et... C'est l'écriture sous toutes ses formes, parce que finalement, j'en fais un documentaire imagé. On pourrait se dire que l'écriture, c'est pas du tout important là-dedans, mais en fait, ça a quand même été la place centrale dans le documentaire, parce que en fait, le tournage, c'était 11 jours seulement. Mais la préparation, c'était 2 ans. Et ça, on le voit pas encore une fois. Ouais. Ah bah, de toute façon, l'écriture, ça reste... souvent, on a l'impression que le documentaire, c'est que de l'image. La partie écriture, pour moi, de mon point de vue, c'est 70-80% du travail, parce que c'est toute la préparation en amont et l'histoire aussi qui compte, quoi, derrière. Donc, bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tous tes projets, un petit peu les backstage de tout ce que tu as créé. Bah, merci à toi pour l'invitation, pour le temps. Et bah, avec plaisir. Et puis nous, on suivra de toute façon le documentaire qui sort bientôt. Et puis le livre de ta mère s'appelle comment ? Une si grande championne. Une si grande championne. Ok, bon bah c'est noté. Moi, je tâcherai de lire ça. Ça marche. Bah, merci Célia. Je suivrai vos aventures aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'oublie pas de laisser un like s'il t'a plu. Ciao!